Bonsoir et bienvenue à la librairie du livre Voyageur pour une soirée avec le conte de Scheherazade tiré des contes des Mille et une Nuits. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Je vais nous présenter. Alors, Petronella Van Dyke, Isabelle dos Santos, Marie-Christine Prahan. Je m'appelle Jacques Falquet, puis c'est moi qui ai le plaisir de vous demander d'éteindre vos téléphones cellulaires. Puis la première chose, c'est de remercier Bruno Lalonde et Fabienne Roch qui nous reçoivent chez eux dans cette très belle librairie où on est très heureux justement de parler d'une histoire qui a été connue par les livres, des contes des Mille et une Nuits. On vous raconte l'histoire et puis après, si vous avez des questions, si vous avez envie d'en parler, on sera heureux d'échanger avec vous. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Alors, il était une fois, il y a déjà très longtemps, dans un pays très loin d'ici, un pays de ceux qu'on dit que sont du côté du soleil levant, il y avait un roi, un grand roi. Il régnait sur un immense pays. Et puis, dans ce pays, il y avait toutes sortes de monde. Et tout ce monde-là servait, craignait aussi ce roi puissant. Et puis, bon, le soir, quand tout le monde partait, quand les serviteurs fermaient les rideaux des immenses salles dans le château, le roi s'ennuyait. Et puis, il a convoqué ses conseillers. Il les a convoqués tous. Et il leur a dit, le jour, je vaque à mes occupations de roi, mais le soir, parfois, je m'ennuie. Alors, allez, trouvez-moi un jeu unique, un jeu qu'on ne connaisse pas encore, et rapportez-moi-le. Et puis, les conseillers sont partis. Et puis, ils ont cherché. Et puis, à un moment donné, un des conseillers du roi, qui avait 2 filles, est parti chez lui. Ces 2 filles étaient 2 femmes brillantes, intelligentes. Et c'était des femmes que, depuis toujours, s'intéressaient aux choses de la poésie, des lettres, des arts. Et puis, il a dit à une de ses filles, Aline, il faut que tu m'aides, parce que le roi, il a dit qu'il s'ennuyait la nuit et qu'il veut connaître un nouveau jeu. Et puis, la fille a dit, je vais y réfléchir, père, ne vous en faites pas. Et elle a passé la nuit à penser, à chercher. Et puis le lendemain, elle était là. Son père dormait encore. Père, regarde ce que j'ai trouvé. Et elle lui a montré un plateau. Un plateau, il y avait des cases dans le plateau et il y avait des figurines qui allaient sur le plateau. Et elle a expliqué à son père, le conseiller, comment on pourrait jouer à ce jeu-là. Le père a compris, le père est parti avec ce plateau et puis est arrivé au palais et il a montré ça à son roi. Et il a expliqué au roi comment on jouait à ça. Ah, ça c'est moi, a dit le roi. Et il a pointé une petite figurine. C'était effectivement un roi. Et le roi a compris et à partir de ce soir, il s'ennuyait moins parce que il pouvait jouer aux échecs. Alors il a dit à son conseiller, mais pour te remercier, tu sais comment je suis puissant, tu sais comment je suis riche, dis-moi ce que tu veux. Quelle terre, quel royaume, dis-moi et je te l'offre. Et le conseiller a dit, oh non,
je n'ai pas besoin d'autre terre. J'aime beaucoup être proche de vous et vous servir. Ce que je vous demande, c'est tout simplement une mesure, une petite mesure de grain. Et puis le lendemain, j'aimerais avoir le double de la mesure, de la petite mesure de grain. Et le lendemain aussi, là, le double, et ainsi de suite. Et le roi a dit, mais quel conseiller, mais je te pensais plus ambitieux, je te pensais plus intelligent, tu veux juste une petite mesure de blé. Non, je vais t'offrir une terre. Non, je n'en veux pas. Et bon, à un moment donné, le souverain a dit, ben, puisque c'est ça que tu veux, c'est ça que tu auras. Il a appelé un de ses ministres et il lui a dit, donnez-lui ce qu'il veut, une petite mesure de grain. Le ministre est parti et il a commencé à faire les comptes et à mettre le grain de côté pour le lendemain et le surlendemain. Il est reparti au palais en courant et il a dit, mon roi, ni tout le grain du royaume serait capable de combler les besoins en grain dont ce conseiller aura besoin à la fin de l'année. Le roi a compris, il a regardé le conseiller, il a souri, il a dit, tu es très intelligent, je te fais grand vizir. Et à partir de là, le conseiller est devenu grand vizir. Et le roi lui a dit, maintenant que tu m'as trouvé un jeu qui m'aide à passer à travers les nuits longues, les nuits les plus obscures, je te demande, s'il te plaît, de me faire encore une autre chose. Mon frère qui habite si loin de moi, mon frère qui habite à Samarcande, je m'ennuie tellement de lui. Alors, je te donne cette lettre et tu vas la rapporter. Prends un cheval, le plus beau cheval de l'étable, et cours, pars en courant, et donne à mon frère cette lettre-là. Elle lui dira tout l'amour que j'ai pour lui. Et elle lui dira combien je m'ennuie et combien j'aimerais le revoir. Et le conseiller devenu vizir a monté sur son cheval et il est parti encore plus vers l'Orient et il a chevauché. Et il s'est rendu très loin, proche de Samarcande. Le grand vizir avait chevauché pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois-là, il avait traversé des paysages comme il n'en avait jamais vu avant. Il avait traversé des plaines fertiles, il avait traversé des montagnes arides, il avait traversé des montagnes fertiles, des plaines arides, il avait traversé des steppes infinies, il avait traversé des lacs asséchés. Et enfin, il était arrivé à Samarcande. Samarcande qui était une oasis dans le désert. Samarcande qui était le carrefour de tous les peuples du monde, où s'acheminaient des marchandises du monde entier. Et quand on entrait à Samarcande, on connaissait le monde. En arrivant à Samarcande, le grand vizir est allé voir le gouverneur de la province, le prince Shahzaman, le frère du roi. Il est rentré dans la salle du trône, s'est agenouillé devant lui, il lui a remis la lettre. Le prince a pris la lettre, il l'a lue, il s'est réjoui de la lire. Il a relevé le grand vizir, il l'a embrassé, il a dit « Maintenant, va te reposer. Moi, je vais me préparer. » Il a dit « Donne-moi 1 mois. Pendant 1 mois, je mettrai de l'ordre dans mes affaires. Pendant 1 mois, je préparerai les cadeaux pour mon frère et je préparerai la caravane qui m'accompagnera. » Alors le mois a passé et pendant ce mois-là,
Le grand vizir est allé d'émerveillement en émerveillement en visitant les souks, les bazars, en parlant aux gens qui venaient du monde entier. Et après un mois, le prince était prêt et toute sa caravane s'est ébranlée et elle est partie dans la steppe, elle a pris le chemin du retour. Le soir venu, on s'est installé, on a dressé le camp et au moment d'aller se coucher, le prince s'est ennuyé de sa femme. Il allait partir pour presque un an. Il a dit, je veux la revoir une dernière fois. Alors, il a sauté sur son cheval, il a galopé jusqu'à Samarcande, il s'est glissé dans le palais, il est monté dans ses appartements, il est rentré dans sa chambre et dans son lit, il a vu sa femme. Mais dans son lit, sa femme n'était pas seule. Non seulement sa femme n'était pas seule, elle était endormie dans les bras d'un esclave. Et en voyant ça, son sang s'est mis à bouillir et un voile noir est tombé sur ses yeux. Et il s'est dit, mais cette traînée, si elle me trompe, alors qu'il n'y a même pas un jour que j'ai quitté la ville, qu'est-ce que ça sera pendant mon absence? Il s'est dit, quand je reviendrai, plus personne dans ce pays ne me respectera. Alors il a tiré son sabre. Et d'un seul coup, il a tué les deux amants. Il est sorti du palais, il a enfourché son cheval, il a galopé jusqu'au campement et il a fait sonner le signal du départ. Et en pleine nuit, tout le monde s'est levé. On a refait les bagages, on a chargé les chevaux, on a chargé les chariots, on a chargé les chameaux et on a repris la route. Et pendant tout le chemin du retour, le vizir a redécouvert ces paysages qu'il avait trouvés merveilleux et il les a trouvés changés dans une autre saison. Et le prince, lui, n'a rien vu. Tout ce qu'il voyait, c'était son malheur. Tout ce qu'il entendait, c'était le bruit de sa rage. Et quand il est arrivé enfin chez son frère, le roi Schahriar à Bagdad, il a embrassé son frère qui était plein de joie, qui avait organisé pour lui les plus grandes fêtes. Et il a été incapable de se réjouir. Et son frère s'est dit, bon, c'est les fatigues du voyage. Il a dit, peut-être le mal du pays. Il a dit, ça passera. Alors chaque jour, il organisait une nouvelle fête pour réjouir son frère. Il invitait des poètes, des danseurs, des musiciens, des jongleurs. Mais rien ne réjouissait son frère. Puis un jour, le roi dit, voilà, je vois bien que tu es triste, je vois bien que tu t'ennuies. Je vais te laisser repartir chez toi. Mais avant, fais-moi plaisir. Viens avec moi. Viens chasser avec moi. Nous aimions tellement chasser dans le temps. Il a dit, j'ai tout préparé, on part demain à l'aube, tout est prêt. Et le prince Schahzaman a dit non. Il a dit, va chasser. Il a dit, moi, je ne me sens pas la force d'aller chasser. Alors le roi a dit, comme tu veux. Reste ici, j'irai chasser. Et il est parti. Schahriar est parti pendant plusieurs jours à la chasse. Il avait installé son frère Schahzaman dans un petit palais adjacent au grand palais, séparés, les deux étaient séparés par des jardins magnifiques remplis de fontaines, d'arbres matures. Et Schahzaman, il était dans sa chambre, la fenêtre donnait sur les jardins. Mais il était triste. Il n'avait envie de voir personne. Il n'avait même pas envie de manger. Il était assoupi dans un fauteuil près de la fenêtre. Et puis il a entendu
le bruit d'une porte, et puis des rires et des voix. Il s'est levé très discrètement, il s'est glissé entre le mur et le rideau pour observer. Et il a vu arriver, dans le jardin, autour d'une des fontaines, la reine. La reine elle-même, la femme de son frère. Elle était entourée de servantes. Et plus les servantes l'entouraient, plus nombreuse elle était, puis la dernière qui a fermé la porte a donné un signal. Toutes ont laissé tomber leurs robes et se sont retrouvées nues. Et le tout s'est transformé en tous, puisqu'autour de la reine, il y avait 10 servantes et 10 hommes, 10 esclaves. Et la reine, à ce moment-là, elle a regardé vers le haut. Devant cette fontaine-là, derrière cette fontaine-là, plutôt, il y avait un arbre majestueux. Et dans cet arbre, elle a regardé et elle a dit, alors, et toi, l'oiseau, est-ce que tu vas venir te poser sur moi? Est-ce que tu vas venir me picorer? Viens me picorer partout. Est-ce que tu vas venir me caresser avec tes ailes de velours? Viens. Et de la plus grosse branche est tombé un homme. Magnifique. Qui l'a entouré de ses jambes, qui l'a entouré de ses bras. Et au même moment, tous les couples se sont formés et ont commencé cette danse qui était accompagnée de gémissements, de cris, de rires, de râles. Schahzaman, derrière son mur, dans son rideau, il était avec des yeux écarquillés, il n'en croyait pas ses yeux. Ça a duré longtemps. Ça a duré assez longtemps pour qu'il se repose dans son fauteuil et les cris, et les rires, et les râles, et les jouissances, et les plaisirs continuaient. Il y avait une espèce de gourmandise, de joie qui se dégageait de cette atmosphère, de ce jardin des délices. Et quand la nuit est tombée, le silence s'est fait. Et quand il a entendu la porte se refermer, Schahzaman s'est levé. Il est allé se mettre devant la fenêtre à regarder ce jardin qui était si beau. Il est retombé dans son fauteuil. Mais c'est quand même incroyable. Non, mais c'est quand même incroyable. La reine, la femme de mon frère. Mais finalement, ce que j'ai vécu, c'est presque rien. Mais j'ai faim. Et il s'est levé, il est sorti du petit palais, il a traversé le jardin des délices, il est allé dans le palais royal. Il y avait une salle où il y avait toujours une table qui était mise avec un buffet somptueux, les meilleurs vins. Il s'est installé, il y avait toujours quelqu'un qui mangeait. Alors il s'est installé, il s'est mis à manger avec grand appétit, à boire ces vins délicieux, à discuter, à rire avec les gens. Et puis, quelques jours plus tard, Schahriar est rentré. Schahriar est revenu de la chasse. Il a commencé par aller voir dans le petit palais, son frère n'y était pas. Il l'a retrouvé à table. Ça tombait bien. Lui aussi avait faim. Et ensemble, ils ont commencé à manger, à trinquer, à boire. Et après avoir parlé de la chasse, de ce plaisir qu'il avait eu, de la beauté des animaux, de la saveur des viandes qu'il avait goûtées, Schahriar a regardé son frère et lui a dit « C'est étrange tout de même.
c'est vrai, avant que je parte à la chasse, tu avais l'air si triste, plus que triste. Et là, je reviens et tu as le teint rose, tu es gourmand, tu ris. Qu'est-ce qui s'est passé? Shahzaman lui a dit, écoute, je veux bien te raconter ce qui s'est passé pour que je sois si triste. J'étais plus que triste, en effet. J'étais dans une fureur, dans une rage terrible. Mais épargne-moi le fait de te raconter pourquoi je suis redevenu joyeux. Le roi lui a dit, ben, écoute, commence donc par me raconter qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu n'arrives ici? Et Shahzaman lui a raconté l'arrivée du grand vizir, la nuit, les corps, son sabre et le voyage. Et Schahriar lui a dit, je comprends bien ta réaction. Je pense que j'aurais été même plus cruelle que toi. Mais raconte-moi donc pourquoi tu es si joyeux maintenant. Shahzaman a essayé de se défiler. Mais le roi, c'est lui qui décide. Il a ordonné. Et Shahzaman a dû raconter. Et il a raconté tel qu'il avait vu. Et Schahriar lui a dit, tu mens. Tu mens. Ce n'est pas possible. Pas la reine. Pas ma reine. Shahzaman lui a dit, ben écoute, je crois que malheureusement, non seulement je ne mens pas, mais que tu pourrais voir de tes propres yeux. Il suffirait que tu annonces que nous repartons à la chasse et qu'ensemble nous revenions ici, en secret. J'ai bien peur que tu puisses voir toi-même ce qui se passe dans ce jardin des délices. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et le roi était terrassé. Quand la porte s'est refermée, que le silence s'est fait, que la nuit est tombée, le roi a regardé son frère et il lui a dit, « Je suis le plus malheureux des hommes. Je ne vois pas comment je pourrais continuer de régner dans l'état où je me trouve. Toi-même, tu es dévasté. Écoute, on va se déguiser en mendiant. On va partir. On va aller voir si de par le monde, il existe un homme plus malheureux que nous. Et si c'est le cas, nous reviendrons. » Ils ont dormi quelques heures et à l'aube, ils se sont déguisés en mendiants et ils sont partis. Le roi Schahriar et son frère Shahzaman sont partis. Ils sont sortis du palais, ils ont traversé la capitale, ils sont entrés dans la campagne. Ils ont marché. Ils ont marché, 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 marché toute la matinée. Le soleil était de plus en plus fort. Quand le soleil a été à son zénith, les deux hommes qui n'étaient pas habitués de marcher autant ont eu besoin de s'arrêter. Il y avait un arbre. Ils se sont installés sous l'arbre, se sont assis pour se reposer. Devant eux, il y avait un champ. Dans le champ, un paysan qui était en train de labourer sa terre. Un paysan qui labourait sa terre et qui chantait. Et le paysan s'en venait vers eux. Et pendant que Schahriar et Shahzaman se laissaient bercer par le chant du paysan, ils se sont rendus compte que le paysan portait quelque chose dans son dos. Un coffre. Un énorme coffre en bois. Quand le paysan est arrivé devant eux, il s'est arrêté de chanter.
Il s'est arrêté de labourer. Et puis lui aussi, il s'est mis à l'ombre de l'arbre pour se reposer. Seulement lui, il ne s'est pas assis. Lui, il ne pouvait pas s'asseoir. Lui, il avait son coffre. Son coffre qu'il portait dans son dos, qui touchait terre. Les 3 hommes se sont salués. Et puis, Shahryar et Shahzaman étaient intrigués par le coffre. Shahzaman a demandé au paysan, « Mais qu'est-ce que tu traînes dans ton coffre? » « Dans mon coffre, c'est mon bien le plus précieux. Dans mon coffre, il y a mon trésor. Je ne peux pas le laisser chez moi, quelqu'un pourrait me le prendre. Dans mon coffre, il y a ma perle d'eau douce. C'est pour elle que je chante toute la journée. Dans mon coffre, c'est ma femme. C'est ma femme que j'ai avec moi. C'est ma femme que je garde près de moi. Comme ça, je suis sûre que personne ne va m'apprendre. Je suis sûre qu'elle ne va pas me tromper. Les 2 frères se sont regardés. Et puis, ils ont regardé encore le paysan. Ils n'étaient pas convaincus. Alors, le paysan, il a laissé glisser le coffre par terre. Et puis, il a pris la clé qu'il y avait autour de son cou et il a déverrouillé la serrure. Et il a ouvert le coffre. Et dans le coffre, il y avait la femme du paysan, mais il y avait aussi son amant. Toute la journée, ce paysan-là, il traînait sa femme et son amant. Eh bien, Shahryar et Shahzaman, ils se sont vite précipités sur la route. Ils ont laissé le paysan, ses affres. Et eux, ils ont continué à marcher. Seulement, ça n'a pas été long. Shahzaman s'est arrêté. Il a regardé son frère. Mais cet homme-là est malheureux. Cet homme-là est beaucoup plus malheureux que nous. Sa femme le trompe dans son dos. Shahryar a dit, oui, cet homme-là est malheureux, mais il n'est pas plus malheureux que nous. Sa femme, comme nos femmes, le trompe dans son dos. On a conclu un marché. Il faut trouver l'homme qui sera plus malheureux que nous. Moi, je suis un roi. Toi, tu es un gouverneur. Cet homme-là, c'est qu'un paysan. On va continuer à marcher jusqu'à ce qu'on trouve un homme dont le malheur est beaucoup, beaucoup plus grand que le nôtre. Et ils ont continué à marcher. Ils ont marché, 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 marché. Et subitement, ils ont vu du sable. C'était une plage magnifique de sable blanc. Et comme ils étaient très fatigués, ils ont pris la direction de la plage. Ils ont enlevé leurs souliers et les orteils sur le sable chaud. Et ils ont vu un arbre. Tiens, sur le sable, dans cette plage, il y avait un arbre aussi. De l'ombre. Comme il faisait très chaud, ils se sont dit, on va se reposer en dessous de l'arbre. Et voilà, ils se sont assis en dessous de l'arbre. Et ils sont restés là, regarder la mer bleue, turquoise, magnifique. Et quand subitement, de l'eau calme de la mer a commencé à trembler et une grosse vague s'est élevée. Et de cette grosse vague, un homme, un monstre, un génie, un quoi? Oui, un génie immense s'est levé.
Oh, il était si grand que sa tête se perdait dans les nuages. Et il avançait vers la plage. Les deux frères, le roi et son frère le gouverneur, le roi de Bagdad, le gouverneur de Samarcande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté un courant en haut, dans les branches de l'arbre. Ils sont restés là-haut, en silence, tremblant. Le géant, qui était un génie, est arrivé à la plage. Le sol tremblait à chaque pas du génie géant. Et là, ils ont vu que sur son épaule, il traînait un immense coffre. Un coffre, un cristal que brillait au soleil. Le génie est arrivé à la plage. Le génie a regardé autour et tiens, un arbre. Oh, le génie s'est dirigé vers l'arbre. Les deux frères, en haut, cachés dans le feuillage, tremblaient. En bas, le génie a déposé son coffre magnifique, un cristal, et il l'a ouvert. Et de ce coffre est sortie une beauté, une femme, une jeune femme, oh, si belle, comme on n'avait jamais vu auparavant. Et le génie a dit à la femme, « Assis-toi, je veux me reposer, je vais me coucher ma tête sur tes jambes. » Et ainsi c'est fait. La princesse, parce qu'il s'agissait d'une princesse, la princesse s'est assise, elle s'est à côté au tronc de l'arbre, et le génie, il a couché sa tête sur les jambes de la princesse et il s'est endormi. La princesse est restée là, la princesse jeune demoiselle, la beauté quoi, est restée là, et regardait au loin, elle avait l'air de s'ennuyer, quand subitement, elle s'est rendue compte d'une présence. Oh, qu'est-ce qu'il y a en haut? Elle a regardé et elle les a vus, les deux. Les frères, ils étaient en haut. Elle a souri et elle leur a fait signe de descendre. Les deux frères n'en voulaient pas. Il avait un géant en bas, un géant qui était un génie. Ils ont dit non, les deux en même temps. La jeune femme leur a insisté. Descendez, qu'elle a dit. Oh, sa voix ne laissait pas la possibilité de se reprendre. Les deux frères rapidement ont descendu et ils sont tenus très droits devant la jeune femme. La jeune femme souriait, elle avait l'air de trouver vraiment la situation amusante. Et elle leur a dit, « Ah, vous êtes bien beaux, vous deux, déshabillez-vous. » Les deux frères n'en revenaient pas. Quoi? Un roi, un gouverneur qui recevait les deux des ordres d'une jeune femme, comme ça, dans une plage. Non, on ne se déshabille pas, qu'ils ont dit. Et la jeune femme a dit, si, sinon je réveille le génie ici et il va vous tuer. Oh, les deux frères, d'accord, on enlève notre chemise. Et ils ont enlevé la chemise. Elle dit, non, vous enlevez aussi les pantalons, a dit la jeune femme. Oh non, pas les pantalons, qu'on dit le roi et le gouverneur. Mais elle a dit, oh oui, voulez-vous que je réveille le génie et qu'il vous aide à enlever vos pantalons? Oh non, pas le génie. Et ils ont enlevé leurs pantalons. Ils avaient souvent joui de cette situation si magnifique, celle de voir une jeune femme se déshabiller devant eux et trouver la scène d'une grande beauté. Et en ce moment-là, ils ne pouvaient pas voir la scène des mêmes yeux. Ils se disaient qu'il y avait dans la contrainte quelque chose de peut-être pas si amusant. Mais bon, ils étaient là, nus comme de verre, et la jeune femme, qui avait l'air toujours de s'amuser, a dit, « Viens, toi !» Et elle a pointé Schahriar
Et elle lui a dit, viens-t'en ici et assis-toi sur moi. Et tu vas me faire l'amour. Non, je ne peux pas. Oui, tu peux, sinon je réveille le géant. Et bon, et les choses étant ce qu'elles sont, il a fait l'amour à la jeune femme qui ne parlait pas très fort, qui ne gémissait pas très fort parce que le géant était à côté, mais avait l'air de s'amuser et elle avait les joues tellement rouges à la fin. Et elle lui a dit merci et elle lui a dit c'était très bien et elle l'a renvoyé et elle a dit maintenant toi. Et on va faire la même chose, mais juste pour s'amuser, on va la faire à l'envers. Alors assis-toi, je vais m'asseoir sur toi. Et ainsi fut fait. Et à la fin, elle avait les joues toutes rouges. Et elle lui a dit, merci, c'est très bien. Maintenant, avant de vous en aller, donnez-moi vos bagues. Nos bagues? Non, pas nos bagues. Si, vos bagues. Et bon, comme ils avaient toujours peur du génie qui était toujours là en train de dormir, ils ont enlevé vite leurs bagues et l'ont donné à la jeune femme. Et elle les a prises et elle a dit, ah, regardez, elle a pris un petit sac en cuir et hop, elle a mis sur sa main, et là, dans sa main, il y avait des tonnes de bagues qui étaient sorties de son petit sac. Et elle a dit, j'en avais 99. Maintenant, j'en ai 2 de plus. Et c'est pour ma collection. Et elle les a prises et elle les a gardées dans son sac. Et elle a dit, maintenant, c'est le temps de s'en aller. Et le génie va rester ici à dormir. Vous savez pourquoi je fais ça? Je vais vous le raconter. Je fais ça parce que le jour de mon mariage, j'allais me marier avec un homme que j'aimais. Parce que dans ma tribu, c'est comme ça. On choisit nos hommes. Et j'en avais choisi un qui me plaisait beaucoup. Et ce génie qui est là et qui dort, m'a kidnappée. Et depuis ce temps-là, il me garde dans ce coffre et il me trimballe partout. Alors, moi, quand il ouvre le coffre et quand j'ai quelques heures, quelques minutes de liberté, je le trompe. Et c'est comme ça que je me venge de tout ce qu'il m'a volé. Maintenant, partez, continuez votre chemin et merci. Et les 2 frères sont partis et la jeune femme s'est assise et a remis la tête du géant, qui était un génie, sur ses cuisses. Et elle est restée là, à regarder la mer au loin. Quand ils ont été assez loin, les 2 frères se sont regardés et Shahzaman a dit à Shahrayar, peut-être qu'on pourrait rentrer maintenant. Peut-être que lui, il est quand même plus malheureux que nous. Et Shahrayar était d'accord. Il a dit, en effet, quand je pense que bon, le premier qu'on a rencontré, c'était un paysan, c'était pas comparable avec nous, quoi. Moi, je suis un roi, lui, un paysan. Mais le génie qui règne sur la mer et sur ses profondeurs, sur le ciel et son immensité, en plus de la terre. Et moi, je ne suis qu'un roi. Alors oui, nous pouvons rentrer. Et les 2 frères sont partis à Bagdad. Quand ils sont arrivés à Bagdad, Shahzaman a dit à Shahrayar, tu sais, j'aimerais repartir tout de suite. Je dois rentrer à Samarcande. Shahrayar s'est organisé pour que
Schahzaman fasse un voyage confortable. Il l'a couvert de présents, de cadeaux de toutes sortes, et les deux frères se sont embrassés, et Schahzaman est parti, est rentré à Samarcande. Mais Schahryar, pendant qu'il se dirigeait vers Bagdad, il y avait une pensée qui le tourmentait, qui l'habitait, qui était là tout le temps. C'était sa femme, la tête de sa femme, qu'il avait hâte de voir rouler, avec celle de son oiseau de malheur, et puis des esclaves, des servantes. Il a convoqué son grand vizir et il lui a donné cette tâche. Quand le grand vizir a eu terminé, il est revenu vers le roi. Et le roi avait une nouvelle tâche pour lui. Il l'a regardé dans les yeux et il lui a dit, tu sais, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu me trouves chaque jour, pour chaque soir, chaque nuit, une jeune vierge. Et le matin, j'aimerais que tu portes sur ton bras un suaire qui lui sera destiné. Chaque matin, je veux que tu tranches la tête de ces jeunes vierges pour que plus jamais aucune femme ne me trahisse. Le grand vizir était dévasté, mais il avait promis obéissance au roi. Il a commencé sa recherche. Il a envoyé des gardes chercher les jeunes vierges. Ça s'est su dans le pays. Partout, dans tout le pays, les paysans comme les nobles étaient terrorisés. Leurs filles, peut-être même leurs femmes. Certains ont réussi à cacher leurs filles. Certains les ont poussées à se marier plus vite. D'autres ont réussi même à les faire sortir du pays. Mais cette horreur a duré 3 ans. Pendant 3 ans, chaque nuit, le grand vizir a conduit dans la chambre du roi une jeune fille qu'il a déflorée. Et chaque matin, sa tête est tombée. Au bout de 3 ans, le grand vizir savait que ça allait arriver. Il savait bien, mais c'était ce jour-là. Ce jour-là, ses gardes sont revenus bredouilles. Plus aucune jeune fille vierge dans le pays. Sauf 2. Ses filles à lui. La plus jeune, Dunyazad, et sa tante aimée, Scheherazade. Le grand vizir est rentré chez lui. Il s'est assis sur le divan, il a pris la tête dans ses mains. Et sa fille Scheherazade, qui était là, s'est approchée, elle a dit, Père, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si triste? Dis-moi. Et son père lui a dit, alors Scheherazade l'a regardé, elle a dit, moi j'en connais une qui est prête à épouser le roi. Elle a dit, moi, je vais épouser le roi. Je vais épouser ce roi qui est devenu fou et je vais le guérir. Et si je ne le guéris pas, je mourrai. Je mourrai comme mes sœurs sont mortes. En entendant sa fille, le vizir s'est dressé
Il s'est retenu pour ne pas la frapper. Il a dit, tu es folle. Il a dit, tu crois que le roi fera une exception pour ma fille? Il a dit, attention. Attention, il a dit, ne fais pas comme l'âne de la fable. Et sa fille lui a dit, mais de quelle fable parles-tu? Son père lui dit, assis-toi, je vais te raconter. Il a dit, il y avait une fois un laboureur qui avait un don, le ciel lui avait donné à sa naissance le don de comprendre le langage des animaux. Mais ce don était assorti d'une malédiction. Si jamais il révélait son secret, il mourrait sur le champ. Alors il a vécu en comprenant la langue des animaux, et lui, il était laboureur, il était fermier, il avait un âne, il avait un bœuf, et il les écoutait se parler. C'était sa joie d'écouter les animaux. Et un soir qu'il était assis devant l'étable avec sa femme à prendre la fraîche le soir, il a entendu le bœuf qui rentrait des champs. Il l'a entendu dire à l'âne, qui était son voisin dans l'étable, il lui a dit, toi, tu ne connais pas ta chance. Il a dit, moi, là, toute la journée, on me fait labourer, on me fait tirer l'eau du puits, on me fait tourner la meule de pierre qui moule le grain. Et quand le soir arrive, je suis tellement épuisé que j'ai à peine la force de manger, je m'effondre, je m'endors. Le lendemain matin, j'ai retrouvé mes forces, mais je me lève et on me traîne encore. On me fait travailler toute la journée, c'est toute ma vie, c'est rien d'autre que ça, ma vie. Il a dit, toi, est-ce que tu connais ta chance? Tu es là, tu te prélasses dans l'étable ou bien tu te promènes dans le pré, le maître te montre quoi? Une fois par semaine, 2 au maximum? Il a dit, il n'y a pas de justice sur terre. L'âne l'a regardé, il a dit, c'est pas une question de justice. Il a dit, c'est une question d'intelligence. Il a dit, toi là, si tu étais intelligent, enfin moi à ta place, je sais que ça fait longtemps que je ne travaillerai plus. Et l'âne a dit, mais comment ferais-tu? L'âne a dit, c'est très simple. Le soir, quand tu reviens de travailler, refuse de manger. La nuit, piétine toute la nuit, roule-toi dans la poussière, ne dors pas. Le matin, effondre-toi au pied de ton maître quand il viendra te chercher et refuse de bouger. Le bœuf a dit, ça c'est intelligent. Il a dit, je vais le faire. Il a refusé de manger. Toute la nuit, il s'est roulé dans la poussière, il a piétiné. Le matin, il pouvait à peine se lever. Il a fait semblant de se dresser sur ses pattes tremblantes. Il s'est effondré au pied de son maître. Et son maître s'est dit, malheureux. Malheureux, mais il a dit, je suis un bourreau. Il dit, je vais tuer cette bête. Il a dit au bœuf, il a dit, repose-toi, ne bouge pas. Et le bœuf a pu se reposer. Mais les bœufs, ça peut se reposer. Mais le travail, ça ne peut pas attendre. Alors, le maître a dit, bien, on va prendre l'âne. Il a attelé l'âne, il l'a fait labourer toute la journée, il a fait tirer l'eau du puits, il a fait tourner la meule de pierre qui moule le grain. Et quand le soir est arrivé, l'âne était épuisé, égratigné, essoufflé. Il est arrivé, il a à peine eu la force de manger la nourriture qu'on lui présentait, il s'est effondré, il s'est endormi. Et le lendemain matin, le bœuf qui gagnait en intelligence de jour en jour était toujours malade. Alors le laboureur a dit non, vraiment, je ne peux pas le faire travailler. Il a attelé l'âne encore. Ça a duré 3 jours. Après 3 jours, l'âne en avait par-dessus la tête. En rentrant, il a dit à son ami le bœuf, il a dit, mon ami, pauvre enfant, pauvre malheureux. J'ai entendu le maître aujourd'hui qui disait, ce bœuf, il est malade tout le temps, il ne sert à rien. Aussi bien le transformer en viande. Il a dit à son serviteur, demain tu l'emmènes chez le boucher. En entendant ça, le bœuf s'est dressé sur ses pattes comme un ressort.
Il s'est mis à manger, il a mangé, il a mangé, il a mangé. Il s'est couché, il a dormi, il a dormi, il a dormi. Aux premières lueurs de l'aube, il était debout, il gambadait dans la cour, il gambadait avec tant de véhémence, avec tant d'impatience et de frénésie, que le maître, qui avait tout entendu, s'est écroulé de rire. Ce laboureur avait une femme qui n'avait pas le sens de l'humour. Quand elle a vu son mari rire comme ça devant le bœuf, elle s'est dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu ris de moi? Il a dit, mais non, je ne ris pas de toi, je ris du bœuf, regarde-le s'il est drôle. Elle a dit, je sais que tu ris de moi, arrête immédiatement. Il a dit, mais non, je te le jure, je te le jure. Elle a dit, tu vas me dire pourquoi tu ris. Il a dit, ça, je ne peux pas. Si je te dis pourquoi je ris, je meurs. Elle a dit, tu meurs, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit, je te dis, je meurs, je meurs. Elle a dit, si tu ne me dis pas ce qui te fait rire, je te quitte. Il l'a supplié, elle n'a rien voulu entendre. Alors il a convoqué le notaire, il a fait son testament. Il a invité tous ses amis, tous ses enfants, il les a embrassés, il leur a fait ses adieux, il leur a dit, mes amis, mes enfants, je vous aime, mon cœur se brise à l'idée de vous quitter, mais que voulez-vous? Ma femme exige que je lui dise un secret. Si je lui dis ce secret, je serai mort dans l'instant. Et les amis et les enfants ont essayé de convaincre la femme du laboureur, mais rien n'y faisait, elle était entêtée. Alors lui, il a décidé de faire une dernière fois le tour de sa ferme, de saluer son paysage, de saluer ses animaux qu'il aimait tant, qui lui avaient apporté tant de joie dans sa vie. Et quand il est passé à côté du poulailler, le chien était là qui fixait le poulailler. Il s'est arrêté. Dans le poulailler, le coq se pavanait au milieu de ses peaux. Il faisait le beau, il les frottait, il les caressait, il sautait sur une, il sautait sur l'autre. Et le chien était scandalisé, il a dit, t'as pas honte, t'as pas honte, notre maître va mourir aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu batifoles avec tes poules? Le coq a répondu, notre maître est un imbécile. Il dit, regarde-moi. Je suis le seul coq, j'ai 50 poules. Elles m'obéissent au doigt et à l'œil. Et si elles ne veulent pas m'écouter, attention. Ça n'arrive pas deux fois. En entendant ça, le laboureur s'est dit, mais est-ce que je suis plus idiot qu'un coq? Il est rentré chez lui, il a appelé sa femme. Il a dit, viens dans la chambre, je vais te dire mon secret. Elle est arrivée dans la chambre, il a pris sa canne et il a commencé à lui taper dessus. Il l'a battue tant et si bien et si longtemps qu'elle a juré que plus jamais elle ne lui demanderait de révéler aucun secret. Le grand vizir a dit, alors ma fille, est-ce que je dois te traiter comme ce laboureur a traité sa femme? Sa fille a dit, mon père, tu me racontes une histoire, tu me racontes comment le laboureur a battu sa femme pour en faire un esclave. Elle a dit, assieds-toi, écoute, moi je vais te raconter comment une princesse a battu un paresseux pour en faire un roi. On raconte qu'il y a très longtemps, dans un royaume lointain, il y avait un roi. Un roi qui avait une seule fille. Et sa fille unique, c'était son bien le plus précieux. Alors, il la couvait, il lui donnait tout ce qu'elle lui demandait. Et en grandissant, sa fille était devenue capricieuse. Elle était maintenant en âge de se marier. Mais les hommes, elle levait le nez sur chaque homme qu'elle rencontrait. Tous les prétendants qu'on lui présentait, ce n'étaient pas des hommes assez bien pour elle. Les hommes qui étaient déjà mariés, les princes qui avaient bien réussi dans la vie, bien, elle dit à son père, mais c'est normal ça, c'est grâce à sa femme. Un autre prince qui, lui, n'avait pas bien réussi,
Mais c'est normal. C'est la faute de sa femme. Le roi est devenu excédé d'entendre sa fille parler des femmes, toujours les femmes, comme si les hommes ne comptaient pas. Alors un jour, il a été excédé par ce discours-là, d'autant plus qu'il n'arrivait pas du tout à la marier. Alors il a chargé un de ses conseillers d'aller dans la capitale, de se promener dans les rues de la ville, lui a donné 3 jours. 3 jours pour trouver le jeune homme le plus paresseux, le plus fainéant. Et il y aurait certainement une bonne leçon pour sa fille. Le conseiller est parti. Ça n'a pas été difficile de trouver un jeune homme fainéant. Il y en avait presque à tous les coins de rue. Vous me direz que cette époque-là n'est pas différente de la nôtre. En fait, il en trouvait un. Était-ce le plus fainéant? Il en trouvait un autre encore. La première journée a passé. Il commençait à avoir une bonne liste de fainéants. La deuxième journée a passé. Encore une bonne liste de fainéants. Mais lequel? Lequel était le plus fainéant? Au bout de la 3e journée, il était prêt à prendre n'importe lequel parce que pour lui, ils se valaient tous. Il était sur le point de retourner au palais. Il est arrivé près des remparts quand il a vu un jeune homme qui était affalé par terre, là, appuyé sur le mur, les yeux presque clos, la tête sur l'épaule. Il s'est approché, un autre fainéant. Il s'est approché et c'est là qu'il a remarqué. Il a vu que tout autour des jambes de ce fainéant-là, il y avait une fourmilière. Une fourmilière s'était créée là. Les fourmis se promenaient sur le corps du jeune homme et le jeune homme ne faisait rien. Alors il s'est approché, puis il lui a demandé « Ça fait combien de temps que tu es là? » Le jeune homme n'a même pas ouvert les yeux, il n'a pas répondu, il n'a pas fait un geste. Ça doit faire longtemps que tu es là, ça fait combien de temps que tu es là? Le jeune homme a à peine entrouvert un peu plus les yeux, il a regardé le conseiller, le temps. Mesurer le temps. Quelle tâche! Puis refermer les yeux. Le conseiller dit celui-là, je ne le laisse pas là, c'est lui, le plus grand fainéant. Il a pris un garde et lui a ordonné de soulever le jeune homme et de l'amener au palais. Ils sont arrivés au palais, ils ont installé le jeune homme sur un tapis. Le roi est venu. Le conseiller lui a dit, lui, c'est assurément le plus grand fainéant de toute la capitale. Maintenant, mon roi, tu peux en faire ce que tu veux. Le roi l'a regardé puis il a dit, t'as sûrement faim. Oui, j'ai faim. Va dans la cuisine. Va dans la cuisine, on va te servir les meilleurs plats, puis tu reviendras après, j'ai quelque chose à te proposer. Il s'est écrié, oh non, moi, je ne bouge pas d'ici. Je ne suis pas venu ici, puis je ne bouge pas d'ici. Mais le roi a fait venir des dizaines et des dizaines de plats, et puis le jeune homme a mangé. Et quand il a eu bien mangé, eh bien, le roi il a fait venir un juge, 2 témoins et sa fille. Et il a ordonné au juge d'unir le plus paresseux avec sa fille. Le juge s'est exécuté, il y a eu les 2 témoins et il a regardé sa fille. Il lui a dit, maintenant, ma fille, fais-en un prince. On a pris le jeune homme le plus fainéant, on a dû le soulever, on l'a amené au hammam, on l'a lavé, on l'a récuré, on l'a nettoyé, on l'a frotté, on l'a poli comme un diamant, on l'a parfumé, puis on l'a déposé dans le lit de la princesse. La princesse est entrée, elle a fait teinter les bracelets qu'elle avait autour des poignets, autour des chevilles.
Elle s'est mise à danser, elle s'est mise à chanter. Le jeune homme, affalé sur le lit, a soulevé légèrement la tête. Il l'a contemplé. Alors elle s'est approchée de plus en plus, et puis elle s'est assise sur le lit. Elle s'est mise à lui susurrer des petits mots. Et puis à le caresser doucement. Et puis, elle s'est allongée. Et elle a attendu. Et elle a attendu longtemps. Au bout d'un moment, le jeune homme s'est retourné. Il a fait dos. Et il s'est endormi. Ben, ça a duré 7 soirs comme ça. Le lendemain matin, la princesse n'en pouvait plus. Elle a fait venir sa grande servante. Puis elle lui a dit, tu vas aller au marché, tu te procures 7 badines, 7 fouets robustes pour moi. La servante est allée au marché et est revenue à partir de ce jour-là. Du matin jusqu'au soir, la princesse a fait aller son poignet sur le corps, sur la peau du jeune homme, de son mari. Et elle le faisait du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que le fouet brise. Ça a duré 7 jours. Au bout de 7 jours, le jeune homme avait presque plus de peau sur le corps. Le jeune homme l'a regardé et il a dit, c'est d'accord. C'est d'accord, je vais faire ce que tu voudras. Demande-moi ce que tu veux, je vais le faire. La princesse, elle l'a regardé. Elle sourit. Et puis, elle l'a invité au lit. Eh bien, cette nuit-là, le jeune homme a honoré la princesse et son destin. Le lendemain matin, elle l'a réveillé très tôt. Elle lui a dit, à partir de maintenant, tu es l'homme de la maison, tu vas aller travailler. C'est très simple, je t'explique. Tu pars, tu t'en vas dans la forêt, tu coupes du bois, tu vas le porter au marché, tu le vends, tu me ramènes les sous. C'est simple. C'est ce qu'il a fait. Il est parti dans la forêt, il a coupé du bois, il est allé le vendre au marché. Et quand il est revenu le soir, la princesse l'attendait sur le seuil, lui a donné l'argent et elle a mis l'argent de côté. Et ça a duré 40 jours. Au bout de 40 jours, la princesse lui a dit, regarde, tu as un bon montant d'argent maintenant. Maintenant, tu vas t'acheter un âne. L'âne va pouvoir transporter le bois, puis tu vas pouvoir en charger davantage. Le lendemain matin, le jeune homme s'est acheté un âne. Et puis, il est allé dans la forêt. Il a coupé du bois, il a chargé son âne autant qu'on peut charger un âne. Il est allé au marché. Il est revenu. Le soir, la princesse l'attendait sur le seuil de la porte. Il a redonné les sous qu'il avait fait ce jour-là. La princesse l'a mis de côté. Et ça a duré 40 jours. Puis au bout de 40 jours, elle lui a dit, là maintenant, tu as assez d'argent pour t'acheter un deuxième âne. Le premier, il est bien dressé, on va le louer à un bûcheron. Tous les matins, il va venir, il va prendre l'âne, il va aller couper du bois, puis il va nous le rapporter en fin de journée. Puis avec le deuxième âne, mais toi, tu vas aller faire les courses au marché. À partir du lendemain, les journées se sont passées comme ça. Le bûcheron venait tous les matins chercher l'âne, puis il partait travailler, puis il le ramenait à la fin de la journée. Un jour, le bûcheron vient d'aller chercher l'âne. Il se dirige dans la forêt, il entre dans la forêt, et puis il s'arrête. Il est sur le point de se mettre à couper du bois. Quand, en relevant la tête, il aperçoit un vieillard, un vieux derviche qui arrive. Le vieux derviche le regarde puis lui dit, « Toi, un trésor. Toi, un trésor, ça t'intéresserait? Parce que moi, je connais un endroit où il y a un trésor. On pourrait charger ton âne, puis la moitié du trésor me reviendrait, l'autre moitié te reviendrait. » Le bûcheron, il a acquiescé, a entendu le mot trésor, c'est sûr. Et il a accordé son pas au pas du vieillard. Ils sont entrés dans la forêt de plus en plus profondément, dans des endroits où le bûcheron n'était jamais allé.
Et puis, au bout d'un certain temps, ils sont arrivés face à un immense rocher. Un rocher qui était tellement haut qu'il cachait le ciel. Le vieillard s'est mis à faire une série de gestes bizarres et puis il a frappé du pied. Le rocher s'est ouvert, s'est scindé en deux. Une grande ouverture est apparue. Les deux hommes sont entrés avec l'âne. Et là, il y avait une grande salle. Une salle au trésor. Une salle remplie, non de livres, mais une salle remplie de pierreries. Une salle remplie de pièces d'or, de pièces d'argent. Les deux hommes se sont mis au travail, ont chargé l'âne autant qu'on peut charger un âne. Et ils sont ressortis. Le vieillard a refait encore une série de gestes bizarres et il a encore frappé du pied. Le rocher s'est refermé. Et ils ont pris le chemin de la forêt. Le vieillard était devant. Derrière, il y avait l'âne qui marchait aussi vite qu'un âne qui est autant chargé. Donc, pas très vite. Et derrière, il y avait le bûcheron qui avait le temps de penser. Le bûcheron s'est mis à réfléchir. Le vieillard était vieux quand même. C'est un derviche. Habituellement, ces gens-là n'ont besoin de rien. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de la moitié du trésor? Ces idées-là, elles n'ont pas bougé longtemps dans sa tête. Il n'a pas eu besoin de se poser trop de questions. L'appât du gain est venu. En même temps, il a mis la main sur la poignée de sa hache. Il a donné un coup sur la tête du vieillard. Et le vieillard, en tombant, juste avant que sa tête fracasse le sol, de son regard de braise, il a fixé le regard du bûcheron, qui est tombé, foudroyé, mort. L'âne était là, chargé de trésors, entre deux hommes morts. Il a attendu. C'est habitué, hein, un âne d'attendre. Il a attendu. Et quand l'heure est arrivée, l'heure à laquelle il retournait, il s'est mis en marche. Et la maison où il avait l'habitude d'aller, c'était la maison de la princesse et de son mari. Quand il est arrivé, la princesse, elle a dit, « Mais maintenant, t'es riche. T'es riche comme un prince. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais t'enseigner les bonnes manières, les coutumes d'un prince. Mais avant, tu vas aller au marché, tu vas te faire un bel habit, un habit de prince. » Il commençait à être accoutumé au marché. Il savait lequel était le meilleur tailleur, alors il est allé chez le meilleur tailleur. Il a choisi les plus belles soieries et il s'est fait faire des habits de prince. Et à partir de ce jour-là, tous les matins, la princesse, elle lui montrait, elle lui enseignait comment être un prince. Et elle faisait venir aussi les conseillers qui lui enseignaient toutes sortes de choses, comment on doit se tenir comme un prince, comment on peut discuter quand on est un prince, et surtout, comment jouer au polo. Parce que son père, le roi, avait une fascination pour ce jeu-là. La première chose qu'il faisait le matin en se levant, c'était de se rendre sur son terrain de polo. Et là, il y avait sa cour, il y avait ses conseillers. Il choisissait des gens parmi ceux-là et il faisait 2 équipes, il jouait au polo. C'était la première chose qu'il faisait le matin avant même de manger. Alors, il y a eu un conseiller qui a appris au jeune homme comment jouer au polo. Et quand le conseiller a cru que le jeune homme connaissait suffisamment le jeu, eh bien, un matin, il l'a fait venir sur le terrain. Quand le roi a vu son gendre, le plus paresseux des paresseux, arriver, il ne croyait pas trop. C'est sûr qu'au début, le roi ne l'a pas choisi dans son équipe. Il l'a mis dans l'autre équipe. Mais le jeune homme, il a appris. Il est devenu de plus en plus bon. Tellement que le roi a décidé de plus en plus souvent de faire appel à lui pour qu'il soit dans son équipe. Et tranquillement, pas vite, il y a une connivence qui s'est installée. Et puis parfois, le roi, il l'invitait ensuite à discuter
de philosophie, de science, de poésie. Un soir, la princesse a dit à son mari, demain, tu ne vas pas jouer au polo. On va venir te chercher, mais tu vas dire que tu n'en as pas envie. Le lendemain matin, le roi était sur son terrain. Il attendait impatiemment son gendre. Quand il a vu qu'il n'arrivait pas, il a mandaté un de ses conseillers pour aller le chercher. Quand le conseiller est revenu, avec la réponse du jeune homme, non, ce jour-là, il n'avait pas envie de jouer au polo. Ce jour-là, il préférait rester avec sa femme. Le roi a été estomaqué. Et puis, il s'est mis à rire. Il s'est mis à rire parce qu'il a compris. Il a compris qu'un homme qui est capable d'une réponse comme celle-là, c'était vraiment un prince. Sa fille, la princesse, avait réussi à faire du plus fainéant des plus fainéants un prince. Scheherazade a regardé son père. Tu vois, nous les femmes, quand on a une idée en tête, on va jusqu'au bout. On élabore un plan, une stratégie, on va jusqu'au bout. Moi, Scheherazade, j'ai décidé de me marier avec le roi Schahriar. Moi, j'ai décidé d'épouser ce roi qui semble avoir perdu complètement la raison. Le grand vizir est donc parti au palais du roi et a annoncé que ce serait sa fille, Scheherazade, qui passerait la nuit avec lui. Tu connais mes conditions? Oui. Elle aussi. Et pendant qu'ils étaient ensemble, Scheherazade s'est précipitée dans la chambre de Dunyazad, sa jeune sœur. Elle lui a dit, Dunyazad, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Cette nuit, je vais la passer avec le roi. Mais cette nuit, je vais avoir besoin de toi. Ma vie en dépend. La tienne en dépend. Celle des femmes de notre peuple en dépend. Dunyazad, tu dois me promettre absolument que cette nuit, tu ne dormiras pas. Pendant la nuit, je vais demander au roi de te faire venir. Et avant l'aube, tu viendras. Et tu me demanderas de te raconter une histoire. Dunyazad a promis. Et ce soir-là, Scheherazade est partie rejoindre le roi. Les ébats ont eu lieu, et en plein milieu de la nuit, Scheherazade s'est mise à pleurer. Le roi s'est assis dans son lit, il lui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu pleures? Tu savais à quoi t'attendre? » « Oui, bien sûr, ce n'est pas pour ça que je pleure. » « Et alors, pourquoi tu pleures? » « Mais c'est parce que j'ai toujours partagé toutes mes nuits avec ma sœur, Dunyazad. Et ce soir, pour ma dernière nuit, j'aimerais qu'elle vienne. Si ce n'est que ça. » Et le roi a envoyé des gardes chercher Dunyazad. Scheherazade et le roi ont continué de s'ébattre. Mais à un moment donné, alors qu'ils étaient allongés l'un à côté de l'autre, et bien avant l'aube,
Dunyazad s'est levée. Elle s'est approchée et a dit « Scheherazade, est-ce que tu me raconterais une de ces histoires dont tu as le secret, que tu racontes si bien ?» Scheherazade s'est assise dans le lit. Le roi aussi. Et Scheherazade a regardé le roi, elle a regardé Dunyazad et elle a dit « Mais avec grand plaisir, si le roi veut bien. » Et le roi a répondu que si c'était pour faire plaisir à Dunyazad, bien sûr. Et Scheherazade a commencé à raconter une histoire. Elle a commencé à raconter cette histoire et juste comme l'aube a chassé la nuit, juste comme le soleil, le jour se levait, elle a arrêté l'histoire à un moment crucial, à un moment qui faisait que, irrésistiblement, le roi voudrait connaître la suite. Et Scheherazade a dit, je ne peux pas continuer de compter le jour, mais si le roi veut bien, Dunyazad, je te dirai la suite ce soir. Et le roi a dit, pourquoi pas? Et ce soir-là, Scheherazade a pu continuer l'histoire, a pu même en recommencer une autre et arrêter juste au moment où le jour se levait, à un moment crucial. Et le roi a voulu savoir la suite. Scheherazade avait confiance. Pendant 1001 nuits, Scheherazade a raconté au roi toutes les histoires qu'elle connaissait et qu'elle aimait. Mais chaque nuit, elle choisissait scrupuleusement le moment où elle allait arrêter l'histoire, pour qu'immanquablement le roi veuille savoir la suite. Pendant 1001 nuits, elle a réussi. Scheherazade connaissait bien les contes. Scheherazade les aimait. Scheherazade avait une grande connaissance. C'était une jeune fille qui était intelligente, sensible. Elle était pleine de vivacité. C'était une grande courageuse aussi. Et pendant 1001 nuits, elle a raconté au roi toutes sortes d'histoires qui mettaient de l'avant, qui mettaient en évidence les plus vils des défauts de l'humain et les plus nobles de ses qualités aussi. Et toutes les subtilités qu'il y a entre les deux, que nous avons tous en nous. Pendant 1001 nuits. Et puis, ce matin-là, Scheherazade a raconté son histoire au complet. Et à ce moment-là, le jour s'est levé. Dunyazad aussi. Dunyazad a osé regarder le roi et lui a dit « Peut-être que tu pourrais rendre à Scheherazade sa vie, sa liberté. » Tu as raison, Dunyazad. Tu as bien raison. Scheherazade, tu es bien vivante. Tu es magnifique. Maintenant, tu peux choisir. Tu peux décider de partir ou de rester. Et à ce moment-là, Scheherazade a fait un signe à Dunyazad. Et Dunyazad s'est levée, est allée vers la porte qu'elle a ouverte. Et puis, elle en est revenue avec un petit garçon de 2 ans et 2 bébés.
qu'elle a déposé dans les bras de Scheherazade. Et Scheherazade a regardé le roi. Elle lui a dit, tu vois, pendant 1001 nuits, je t'ai raconté toutes les histoires que j'aime et que je connais. Et puis, pendant 1001 jours, pendant que tu faisais ton métier de roi, j'ai continué à vivre. Et j'ai eu le grand bonheur de donner naissance à ces 3 trésors, qui sont tes enfants. Le roi s'est mis à pleurer. Il s'est mis à trembler. Il s'est mis à rire. Pendant 1001 nuits. Pendant 1001 nuits, Scheherazade lui avait raconté toutes ces histoires qui avaient fait que il avait recommencé à réfléchir. Et Scheherazade l'avait senti. Elle avait senti que le roi avait commencé à changer, que lentement, sensiblement, subtilement, il avait commencé à changer. Il avait recommencé à aimer la vie. Ce jour-là, le roi a regardé de nouveau Dunyazad et il lui a dit, Dunyazad, s'il te plaît, va chercher ton père, que je le libère lui aussi de cette promesse insensée. Dunyazad n'a même pas attendu que le roi ait fini sa phrase. Elle est allée vers la porte, elle l'a ouverte et le grand vizir est entré. Le grand vizir a pu embrasser ses filles et ses petits-enfants. Il a pris le linceul que depuis 1001 nuits il portait sur son bras et il l'a tendu au roi. Il a regardé le roi et il lui a souri. Et à partir de ce moment-là, où ils ont été tous réunis, dans le palais même, dans toute la ville de Bagdad à Samarcande et dans tout le pays, l'espoir est revenu et la vie a repris. Dans cette cave au trésor. Ouais. Et puis, c'est nos contributions volontaires. On a un petit chapeau en quelque part. Si ça vous est possible de. Oui. Au niveau de la répartition des voix, des textes, est-ce que vous vous êtes dit, bon, on se lance, puis chacune et chacun prend la portion qui l'intéresse, ou qui a orchestré tout ça? C'est lui. Je leur ai demandé qu'est-ce qui vous tente. On a fait ça vraiment en fonction des épisodes qui nous intéressaient particulièrement, qu'on aimait. Et puis, mais c'est pas... c'est plus intuitif tout ça. Ouais. Est-ce que ça colle à vos personnalités? Enfin, la perception que j'avais, c'est que ça collait à vos personnalités. Donc, on a bien choisi. C'est ça qui est intéressant, c'était de voir vos personnalités à travers vos contes. Oui. Chacune est très différente. Oui. C'est une histoire de fou. Est-ce que tout le monde la connaissait un peu, l'histoire, ou c'était nouveau? C'est étonnant, hein, parce que tout le monde entend parler des 1001 nuits, t'as 1001 matelas, 1001 patates, n'importe quoi. Puis on ne connaît pas la vraie histoire. On connaît le nom de Scheherazade, on connaît le nom, juste le titre du recueil. On a l'impression que ce sont des contes érotiques. Oui. Ouais. Moi, je connaissais la fin, mais pas du tout le reste du début, je ne connaissais pas du tout. On connaissait, À la fin, je le connaissais. on connaissait le début, Je savais comment ça allait le finir. Ouais. début, puis au moment où Scheherazade arrive.
on connaît quelques histoires des fois. On connaît des extraits des Mille et une nuits qu'on a écoutés ici et là, indépendantes des autres, mais c'est ça, ce fil-là Mais est-ce que c'est vous qui l'avez rattaché, ce film? Si vous Non, l'avez- vous Vous l'avez vraiment redécouvert? Non, il y a plusieurs éditions et puis bon, ça change un petit peu, mais elles sont comme ça. C'est comme ça, Tout l'histoire, le c'est début, comme ça. est à peu près comme ça. Et puis ce qui est étonnant, c'est que selon les versions, il y a entre 300 et 600 histoires qui viennent de toutes sortes de cultures différentes. Ça part du Maghreb jusqu'en Inde. Et ce qui est peut-être aussi intéressant comme détail à connaître, c'est que tous ces récits-là ont circulé pendant 8 siècles sans le support de l'écriture. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, mais c'est une des parties qui nous intéresse beaucoup dans le conte de tradition orale, c'est de comprendre comment ces récits ont été composés et comment ils ont été transmis de bouche à oreille pendant de si longs des siècles. Donc, c'est vraiment des portions de temps absolument immenses. Et c'est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui grâce à l'écriture, bien sûr, et heureusement que c'est là. Mais c'est intéressant d'avoir dans l'esprit que ce soutien de l'écriture est récent dans l'histoire de l'humanité et que les humains, pendant très très longtemps, pendant des millénaires, ont composé des récits immenses qui voyageaient dans l'espace, qui voyageaient dans le temps, et par la parole. Okay? Et ça, c'est un trésor qu'on ne connaît plus vraiment, mais quand on le redécouvre et qu'on ressent ces singularités, c'est passionnant. C'est vraiment... Est-ce que c'était surtout des femmes qui relayaient? Non, non. Par rapport à... Dans l'histoire, ce sont beaucoup les hommes qui ont compté en public, alors que les femmes comptaient à l'intérieur des maisons. Ouais. Je pourrais imaginer des femmes en train de tisser et de se raconter, ou la grand-mère comptant une portion d'histoire. Alors, il y a 3000 ans, je ne sais pas exactement comment ça se passait. J'imagine qu'il y avait quand même aussi des conteuses. Mais c'est vrai que cette parole-là, elle était beaucoup portée par des hommes. Mais il y a eu des récits immensément longs. Ça, c'est bon, 300, 600 histoires. Mais ce sont des histoires qui sont... C'est beaucoup des histoires des tiroirs, hein, des histoires qui sont imbriquées dans des histoires. C'est absolument fabuleux. Mais quand on pense, par exemple, aux épopées, quand on pense au Mahabharata, qui est une des grandes épopées de l'Inde, qui est 15 fois longue comme la Bible, et qui était portée, et qui continue d'être portée par des illettrés, aujourd'hui encore. Alors voilà, ça fait partie de ce qui nous anime et de ce qui fait qu'on accepte de venir présenter ces histoires-là et d'en parler éventuellement pour ceux que ça intéresse, n'est-ce pas? L'avez-vous présenté souvent? Non, quelquefois. Quelquefois. Ouais. Mais quelquefois en groupe, quelquefois en solo, quelquefois, mais il y a aussi le fait que depuis 4 ans, enfin ça va être la 4e année cette année, nous sommes un groupe d'à peu près 18 personnes qui sont accompagnées par un grand conteur franco-libanais qui s'appelle Jihad Darwish, qui est un des grands spécialistes des Mille et une nuits. Et ça va faire la 4e année qu'il vient passer du temps au Québec pour nous accompagner dans cette aventure sans fin. Nous avons des expériences différentes par rapport aux Mille et une nuits. Il y en a des collègues ici qui ont souvent compté des contes des Mille et une nuits. C'est ça. Et il y a d'autres. Et moi, non, c'est la première fois que je touche à cette matière. Et même au départ, elle me résistait beaucoup parce qu'il y a le rôle, c'est avec nos yeux d'aujourd'hui, il y a dans ces histoires-là trouver
où est-ce que l'histoire me parle et où est-ce que mon cœur s'ouvre à elle. Pour moi, c'est dans la poésie, oui, beaucoup, qu'à un moment donné, j'ai été capable de connecter avec ces contes-là. Ceci dit, il y a encore, pour moi, où je résiste au milieu de nuit, c'est par rapport au rôle des femmes là-dedans. Alors, ça, je sais, je n'ai pas un regard plaqué sur voir le passé avec des yeux d'aujourd'hui. Je trouve que des fois, c'est même dangereux de le faire d'une façon plaquée, mais ceci dit, ça m'interpelle toujours et puis je suis toujours heureuse quand j'entends mes collègues trouver la phrase qui donne un petit peu d'espoir au féminin là-dedans. Ouais. Oh, mais ça a changé, on n'est plus pareil de toute Non. façon. Je sais que le français Antoine Galland a recueilli une très grande partie des contes de Scheherazade. On lui donne entre autres une version au Galadin. La première en français. Oui. Dans quelle mesure est-ce que votre répertoire s'inspire des contes que lui a pu recueillir? Et dans quelle mesure est-ce que vous pouvez vous inspirer d'autres versions qui peuvent exister et qui ont circulé pendant des siècles? En fait, il y a comme en arabe, il y a deux grandes versions. Une version de Calcutta qui date du XIIIe siècle, puis une version égyptienne, je pense que c'est celle qu'on appelle de Balouk. Boulak, ouais. Et puis, en fait, Antoine Galland, lui, c'est un homme très intéressant. Ça vaut la peine d'aller voir qui c'est. Lui, il était traducteur, il était arabisant. Et puis, à un moment donné, il a été passionné par ces récits-là qu'il a découverts. Il a commencé à en écrire. Et à un moment donné, la somme de ces traductions a été éditée dans un livre auquel on a donné le titre « Contes des mille et une nuits ». Et ça vraiment c'est parti de là. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que pratiquement toutes les autres traductions en Europe sont basées sur la traduction d'Antoine Galland. Alors lui, il a vraiment jeté un pont entre l'Orient et l'Occident qui a fait rayonner les mille et une nuits dans toute l'Europe. La première traduction en anglais, directement de l'arabe à l'anglais, s'est fait à la toute fin du 19e siècle, alors qu'Antoine Galland, il a fait ça au 17e. Et puis l'autre chose qui est fascinante, c'est que c'est grâce à Antoine Galland et à sa traduction française que les contes des mille et une nuits ont été réappropriés par le monde arabe, que le monde arabe s'est réapproprié ce répertoire-là qui est un peu méprisé, parce que c'était des contes populaires plutôt que des œuvres littéraires. Une longue tradition littéraire dans le monde arabo-persan, qui est très très ancienne, mais qui était très élitiste, et c'est pas les contes des mille et une nuits ne font pas partie de cette tradition-là du tout. Avez-vous travaillé aussi avec la version d'Amin Malouf, qui est partie de l'arabe et de la version française? Non, ça, je savais pas qu'il y avait une version de Malouf. Amin Malouf a traduit. Ah oui. Il y a les 4 livres. C'est pas du tout divisé. Non, mais en fait, nous, on a travaillé à partir de plusieurs traductions. Il y a les principales traductions françaises sont celles de Galland, de Mardrus à la fin du 19e, de Benchek et Miquel. Et puis, il y en a une autre. Oui, c'est laquelle? Kawam. Kawam, oui. Kawam. Ouais, donc René Kawan, donc c'est je René tombe Kawan. ici. Ah! Ouais. C'est René Kawam. C'est mon erreur, c'est pas Amin Malouf, c'est René Kawan. Oui, c'est ça, là. Oui, puis c'est ça. Puis moi, comme je parle anglais, je vais voir dans les versions anglaises aussi. C'est un peu notre travail, hein, Ouais. d'aller fouiller différentes versions pour finir par faire notre propre version avec notre bagage, notre vocabulaire et voilà, c'est nos Oui, tempéraments, nos préoccupations aussi. nos personnalités. Nos sensibilités. Voilà. Un grand merci. Merci Merci à vous. Merci Merci beaucoup de votre attention. Merci. Oui, merci.
T'as compris les questions de c'est ça. Oui, non, j'avais compris. Voilà, c'est tout. Merci, bonne soirée.